Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'Europe face aux révolutions. Abordons un grand 2, l'Europe des peuples, l'essor des mouvements libéraux et nationaux, et d'abord un grand A, l'éveil des nations. Un petit 1, les conséquences de la Révolution française. En effet, la Révolution française, qui voulait libérer les peuples européens de la monarchie absolue, a diffusé dans toute l'Europe l'idée de nation souveraine. Une idée qui s'est renforcée en fait contre la France et les Français dans la lutte contre les armées françaises considérées comme des forces d'occupation. Ainsi, s'est développé un sentiment national. Petit 2, donc l'affirmation des nations. D'abord par les langues. Les élites des peuples européens redécouvrent les langues nationales et les mettent au goût du jour. Les savants, les historiens, recherchent les origines des peuples, l'âme du peuple. Et enfin, dans l'art, les écrivains et les artistes s'inspirent des traditions populaires pour créer des œuvres nationales. Le romantisme joue aussi dans ce sens en exaltant les légendes et les traditions médiévales. Il fait la promotion d'une Europe des peuples. Il contribue par leurs œuvres à la construction des identités nationales en exaltant la langue, l'histoire et la religion. Grand B, donc, une Europe des peuples libres. 1. Les mouvements libéraux. Donc, les mouvements libéraux en Europe s'inspirent d'abord des Lumières et de leur œuvre, mais aussi du fonctionnement politique du Royaume-Uni. Ils s'opposent aussi aux mouvements réactionnaires issus du Congrès de Vienne. Donc, ils dénoncent la Sainte Alliance des Princes et leur programme réactionnaire. Il souhaite aussi la mise en place de constitutions limitant le pouvoir absolu des souverains et établissement à un gouvernement représentatif. Enfin, le libéralisme est le fait essentiel de la bourgeoisie, des classes moyennes et des étudiants qui sont attachés aux droits acquis par la Révolution et désireux de jouer un rôle politique. Ils revendiquent donc souvent l'extension du suffrage par l'abaissement du sens. Pour échapper à la répression, les libéraux créent des sociétés secrètes pour faire triompher les idées nouvelles. C'est l'exemple des Carbonari en Italie. Ils se recrutent dans les milieux intellectuels, étudiants, journalistes et artistes, et parmi aussi une partie des militaires. Ils pratiquent la lutte armée et vivent souvent en exil pour fuir la répression. Ils organisent des insurrections pour renverser les gouvernements. Petit 2, donc, l'appel à l'indépendance ou à l'unité. Et commençons par l'Italie où les patriotes appellent au risorgimento, c'est-à-dire à l'unification de la péninsule. Mais les Allemands ne sont pas en reste. Les États de la Confédération germanique aspirent à l'établissement du drapeau tricolore, noir, rouge, or, l'emblème d'une Allemagne libre et unie qui serait à construire. Enfin, d'autres peuples rêvent à disposer d'un État, comme les Polonais, divisés entre la Russie, l'Autriche et la Prusse par le Congrès de Vienne, mais aussi des peuples slaves dans l'Empire d'Autriche, comme les Croates, les Tchèques, les Slovaques, ou des peuples chrétiens orthodoxes qui sont soumis à l'Empire ottoman, comme les Grecs, les Serbes ou les Bulgares. Petit 3. À partir de 1815, une contestation et une répression permanente. L'insurrection est le moyen le plus employé pour obtenir des changements politiques. Dans les États italiens, les sociétés secrètes des Carbonari s'y emploient. En Espagne, en 1820, des officiers obligent le roi à accepter une constitution. Mais, pour rétablir l'absolutisme, les Autrichiens interviennent en 1821 à Naples et dans le Piémont. Et en 1822, la France fait de même en Espagne. Beaucoup d'insurgés sont contraints à la clandestinité ou à l'exil. Enfin, en 1825, la Russie combat et réprime le mouvement libéral, le tsar Nicolas Ier refusant toute concession libérale. Grand C, étudions un exemple, 1822, le mouvement grec contre l'Empire ottoman, le tournant. Petit 1, les Grecs, une minorité nationale. En 1814, en Grèce apparaît un mouvement de contestation porté par une bourgeoisie libérale et intellectuelle. Elle vit souvent exilée dans les grandes villes d'Autriche et de Russie. Il se forme alors des sociétés secrètes de patriotes grecs. En 1822, l'Assemblée nationale d'Épidore proclame l'indépendance de la Grèce.
Mais l'Empire ottoman réplique par la violence, notamment à Chios ou à Missolonghi. Tous ces massacres endeuillent la Grèce et petit 2 l'indépendance de la Grèce de 1830. Ainsi, les artistes et les intellectuels s'engagent pour soutenir les Grecs. C'est ce qu'on appelle le philhellénisme. Ils contribuent alors à l'intervention des puissances européennes, la Russie, la France et le Royaume-Uni, où les opinions publiques soutiennent les insurgés qui sont des chrétiens et des héritiers de la culture grecque antique. L'intervention amène à l'indépendance de la Grèce en 1830. Mais la Grèce, c'est d'abord le symbole des nationalités pour l'indépendance. Et le résultat de cette indépendance est en demi-teinte. En effet, cette indépendance n'est pas issue d'un grand mouvement libéral. Le peuple grec a surtout été victime des massacres, mais pas vraiment un acteur du processus d'indépendance. La naissance de la Grèce est surtout due à la division de l'Empire ottoman et à une intervention occidentale. Le mouvement national grec fut instrumentalisé pour fragiliser l'Empire ottoman et limiter l'influence russe. De même, cette indépendance ne mène pas vraiment à la fondation d'un État-nation en Grèce et encore moins à la constitution d'un État libéral car le régime est autoritaire. Mais on retiendra aussi que c'est un coup de canif, une entrave au système issu du Congrès de Vienne.